Les plus grands hacks ces dernières années ont souvent eu lieu pour les mêmes failles de sécurité. C'est arrivé chez Instagram, Spotify, Uber, Disney+, et clairement j'en ai oublié. Et ça continue, alors certes les protections se sont renforcées, mais vous le savez, il arrive que régulièrement il y ait des défaillances humaines, des failles exploitables laissées par des développeurs, exploitées par des pirates qui viennent hacker des API, des applications ou des serveurs. Vous savez, régulièrement il arrive qu'il y ait des numéros de téléphone ou des emails qui partent dans la nature. Et ça, c'est sans parler des extrêmement courantes et croissantes attaques de déni de service, les attaques DOS, vous savez, les floutes de serveurs, plus 41% en 2023 et plus 12% de ces plus 41% en 2024. Est-ce que vous avez une idée de la quantité de trafic qui passe par des API ? 57% du trafic Internet passe par des API d'après Cloudflare. Et donc il y a un rapport qui est sorti il y a quelques temps sur les grandes vulnérabilités des API. Et vu que je suis développeur, j'ai travaillé en startup, en scale-up, ça m'intéressait, je voulais savoir quelles étaient les grandes vulnérabilités sur le web. Et aussi, chose que ne fait pas entièrement ce rapport, il y a quelques pistes sur les outils, comment se protéger de ces vulnérabilités classiques sur le web, sur les API ou sur les applications. Et pour parler de ces grands hacks du web, la chose que je vous propose, c'est de mettre en scénario tout ça. On va voir qu'est-ce qui se passerait si on se mettait à hacker certaines des plus grandes boîtes tech françaises, s'il y avait des failles qui avaient été laissées par des développeurs ou au niveau des outils par exemple. Comment on pourrait hacker certaines des plus grandes boîtes tech françaises? Alors, tout ceci est scénarisé, je tiens bien clair, je n'ai hacké aucune de ces boîtes tech, et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai trouvé aucune vulnérabilité quand j'ai préparé cette vidéo. Je n'ai trouvé aucune faille, aucun ID laissé à un endroit qui aurait fait que s'il y avait eu une vulnérabilité ailleurs, sur le serveur, sur l'API, sur l'application, il y aurait pu y avoir un hack, une infiltration. Tout ceci n'est pas arrivé, ces boîtes tech sont bien protégées, et d'ailleurs je n'ai commis aucune infraction, il n'y aura aucune divulgation de points de sensibilité qui ferait qu'on pourrait hacker ces applications, mais ça sera instructif, ça sera scénarisé, et justement ça va être instructif puisqu'en fait, d'après les chiffres, beaucoup de boîtes ont des failles de vulnérabilité que je vais vous citer. Et juste un truc, avant que je vous parle de chiffres, si vous découvrez la chaîne pour la première fois, il y a toujours beaucoup plus de gens non abonnés à mes vidéos qui regardent les vidéos que d'abonnés. Si vous aimez la tech, si vous aimez l'IT, abonnez-vous. Et si vous êtes dev et codeur aussi, très clairement, vous verrez pertinence garantie. Bon là, pendant de longues minutes, on va se plonger dans les techniques de hack que je vais vous détailler. Mais avant ça, il faut que je vous parle du sponsor du jour qui est NordVPN. Est-ce que vous savez tout ce que vous permet de faire un VPN? Un VPN, justement, c'est l'outil de base du hacker. C'est ce qui lui permet de masquer son IP et donc d'avoir son activité en ligne sécurisée aux yeux des espions. Et c'est pareil pour vous. Ça sert pour les hackers, mais pas uniquement pour les hackers. NordVPN vous permet aussi de passer votre cybersécurité au niveau supérieur, notamment en vous protégeant des campagnes de phishing. Vous savez, c'est les campagnes où en fait vous recevez des emails qui vous demandent de vous inscrire sur des plateformes qui sont identiques à celles qu'on connaît et donc de donner vos identifiants et vos passwords. C'est un des grands hacks du web justement ça. Et c'est pas tout, un VPN ça vous permet aussi de faire des économies sur les billets d'avion que vous voulez acheter en les achetant dans un autre pays. Ou par exemple, un VPN ça vous permet aussi d'utiliser Sora, vu qu'il y a des restrictions en Europe. Vous savez, Sora c'est le nouvel outil d'intelligence artificielle de OpenAI qui permet de créer des vidéos très chouettes. Vous pouvez obtenir des réductions et jusqu'à 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans en passant par mon lien en description. Ok, maintenant voyons les plus grands hacks internet. Alors sérieusement, l'enjeu est affolant. Il faut que je vous cite quelques chiffres et pour qu'on vous représentiez en fait ce que ça veut dire la cybersécurité. Déjà, il y a une étude qui est sortie il y a quelques temps qui prédit qu'en 2025, donc maintenant dans quelques jours, je vous cite la phrase, elle est très parlante et elle est effrayante. Ça dit que le manque de talent ou la défaillance humaine sera responsable de plus de la moitié des incidents de cybersécurité significatifs. Voilà, donc la phrase elle est assez effrayante, elle parle d'elle-même. En France, pour vous citer quelques chiffres, c'est 53% des entreprises qui ont subi une attaque de cybersécurité en 2023. Pour parler encore de la France, puisqu'on est en France et c'est ça qui nous intéresse, mais c'est plus élevé les chiffres encore aux États-Unis quand on parle de tarifs en termes de dollars qui a été payé par une attaque. En France, le coût moyen d'une attaque c'est 15 000 euros. Ça va jusqu'à 230 000 euros pour une entreprise sur 8 en France. Ça, c'est les chiffres de l'administration française que je vous cite. C'est plus 63% de ce qu'ils appellent
s'appelle de faux ordres de virement en 2023. Donc c'était encore plus élevé en 2024, et en 2023 aussi c'était il y avait 61% ce qu'ils appellent de défiguration de site, plus 61% de défiguration de site. Donc ce qu'ils entendent par là, je crois, ça veut dire d'injection de script. C'est une des plus grandes failles de vulnérabilité sur internet, c'est un des plus grands hacks du web, et on va voir ce que c'est et comment s'en protéger. Alors tout ça, tenez-vous bien, ce sont pour un total de 108 milliards d'attaques qui ont été enregistrées entre 2023 et 2024. En fait, si vous saviez à quel point il est facile de commettre une attaque de déni de service, je pense que dans la plupart de ces attaques, ce sont des attaques de déni de service. C'est ce qui a été le cas, par exemple, durant les Jeux Olympiques de Paris. La plupart des attaques qui ont été commises sur les infrastructures, etc., étaient des attaques de déni de service. Sachez qu'il est extrêmement facile de commettre une attaque de déni de service. Il y a tout un tas d'outils gratuits sur le marché qui permettent de faire ça, oui, gratuits. Des outils comme Loic, par exemple, HOIC, ou par exemple Mirai, qui vous permettent tout seul, avec un ordinateur, de commettre une attaque massive sur des infrastructures et de tout simplement détruire une infrastructure pendant quelques temps. Et justement, on va voir comment se protéger de ces attaques et ce que sont ces outils. La première menace sur les API, d'après le rapport Cloudflare, et sur les applications, ce sont les injections de script, injection SQL ou injection JavaScript. Le web, c'est du JavaScript. Ça représente 26% des menaces enregistrées d'après leur système, qu'ils ont mis dans leur rapport. Et ça a aussi appelé attaque XSS ou alors cross-site scripting. Et c'est dû à quoi? C'est dû à des... En fait, on peut injecter des scripts, par exemple, sur des formulaires. C'est dû à des validations ou ce qu'on appelle des sanitisations insuffisantes. Alors écoutez, le mieux pour imager tout ça, c'est que je vous montre un exemple. Bon, alors prenons un exemple. Comment on pourrait faire si on voulait hacker, par exemple, vous savez, la licorne française Conto. Conto qui est une néobanque, là où de grosses sommes d'argent circulent. Je tiens à préciser que c'est vraiment un exemple arbitraire, c'est plutôt une entreprise que j'apprécie, et puis on ne va pas les hacker. On va voir comment on pourrait faire pour injecter un script qui va aller récupérer, vous savez, le cookie. Le cookie, vous savez, où parfois se trouvent les identifiants et les passwords qui font que quand on se reconnecte sur l'application, ça va prendre les identifiants et les passwords dans le cookie et on se reconnecte automatiquement sur les applications. Alors ça, c'est sur les applications ou les sites web qui n'ont pas la double authentification, par exemple. Vous savez, la double authentification, c'est le numéro qu'on vous demande de taper, qui vous est envoyé sur le mobile ou par email, qui fait que ça certifie que c'est bien vous l'utilisateur du compte. Mais même s'il y a cette double authentification, on peut arriver, s'il y a des failles de sécurité, à injecter un script qui ferait qu'on pourrait récupérer le cookie de tous les utilisateurs dans le monde, en France. On va voir qu'est-ce qui se passerait s'il y avait des failles à ce niveau-là. Donc, comment un hacker pourrait injecter un script? Imaginons qu'il voudrait récupérer le cookie commun du nom de domaine et du sous-domaine. Comment on pourrait injecter un script depuis Community Conto pour aller récupérer le cookie sur conto.com, là où se trouve le cookie de l'application pour s'enregistrer, pour s'authentifier? Ça voudrait dire déjà qu'il y a une première protection qui est un peu pas terrible, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas cette ligne qui a été affichée, que je vous affiche à l'écran, qui est mise sur l'hébergement, qui fait que ça voudrait dire qu'il y a le cookie commun qui a été autorisé entre le nom de domaine et le sous-domaine. Cookie dans lequel il y a peut-être des identifiants, des passwords. S'il se trouvait qu'il n'y avait pas de double authentification derrière, ça voudrait dire qu'on peut se loguer. Et donc après on a accès, on a accès complet. Un hacker utiliserait donc un VPN pour masquer son IP, premièrement. À quoi ça consiste l'injection de script, et ensuite je vous donnerai la solution pour se protéger contre ça, qui concerne beaucoup d'entreprises quand même, c'est ça qui est effrayant. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas les protections. On pourrait injecter un script comme ça, comme ceci, en JavaScript. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si on crée un nouveau sujet, depuis Community Conto, un hacker tente de créer un sujet, il injecte ce script fait quoi? Il va prendre le cookie, et il va l'envoyer, le poster sur une API qui se trouverait, alors si c'est un hacker, il va être intelligent, il ne va pas le laisser en Europe, le serveur, il va le mettre de préférence aux États-Unis, là où la loi est différente, c'est pas les mêmes lois, et donc c'est un autre pays, et donc tous les cookies seraient copiés sur un serveur distant. Ça voudrait dire que là, si on pouvait publier le sujet avec ce script,
si on n'avait pas mis la protection en place, là, je vais vous parler de la sanitisation ensuite. Ça voudrait dire que le script se copierait tel quel en base de données, et ça voudrait dire en JavaScript, bah, sachez qu'en fait le script s'exécuterait tel quel ensuite à l'écran là. Il apparaîtrait dans la balise H1 pour les utilisateurs et il s'exécuterait tel quel pour tous les utilisateurs qui regardent la page, quoi. Et donc il y aurait un énorme vol de cookies, voilà, et éventuellement on pourra ensuite faire les transactions financières sur un site offshore, aux îles Caïmans par exemple. Voilà, énorme vol de données et transactions financières frauduleuses. Bon, c'était un exemple assez basique, assez grossier, mais évidemment je ne peux pas donner un exemple fonctionnel. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est comment vous vous protégez contre de l'injection de script. Il y a un truc de base à faire dans le développement, ça s'appelle de l'input sanitisation. Vous voyez tous les petits signes que je vous montre à l'écran là, donc les signes sur les scripts, là, tous ces petits signes que je vous montre à l'écran, bah, on va les sanitiser, c'est-à-dire qu'on va les nettoyer pour qu'ils nous apparaissent, qu'ils ne soient pas en fait tout simplement acceptés par les formulaires. Donc, et donc pas envoyé en base de données. Si ça se retrouve en base de données, ça veut dire qu'après, quand la base de données est lue, si c'est pas sanitisé aussi quand c'est lu, ça veut dire que ça apparaît sur l'écran et que c'est exécuté. Et donc là, il y a eu une injection de script qui a été réussie. Donc ça, c'est la première chose à faire, sanitisation, et c'est à faire à la fois côté front et aussi côté back-end. La règle étant, pour la cybersécurité, de ne jamais faire confiance au front, mais enfin, que le front et le back ne se fassent pas confiance mutuellement en fait, c'est ça la vraie règle. J'ai été parfois en projet où je laissais un peu le back faire, en même temps parce qu'en fait on n'était pas en fait en conditions réelles, le projet n'était pas sorti en production même en même temps, donc je laissais le back faire. En fait la vraie règle c'est de ne pas se faire confiance ni l'un ni l'autre. L'autre protection à ajouter, c'est ce qu'on appelle la protection CSP. C'est quoi? C'est une balise méta qui dit que c'est une autre protection à rajouter. Il y a plein de protections à rajouter pour s'assurer qu'à la fin, on a une équation qui tient la route. Protection qui dit que seuls les scripts qui sont sur les URL qu'on a spécifiés, donc généralement, ça va être seulement l'URL où l'application est hébergée, seuls ces scripts-là ont le droit de s'exécuter. Et donc des scripts qui auraient été injectés, comme ça, qui viennent de la base de données, ne pourraient pas s'exécuter. Ça, c'est une autre protection supplémentaire à rajouter en plus de la sanitisation. On va se calmer sous Canto pour les exemples. Je vais prendre un autre exemple. Donc prochaine menace sur les API, prochaine vulnérabilité, prochain grand hack du web, les anomalies HTTP, HTTPS. Et là, c'est pas une petite faille de sécurité, là aussi, puisque ça concerne 61% des anomalies constatées sur les API. Ça peut être très vaste, les anomalies HTTP, HTTPS. Ce sont les en-têtes, ce que je vous montre à l'écran. Ça peut être des ports qui seraient laissés ouverts, donc exploités par des hackers. Ça pourrait être des en-têtes mal formées. Ça pourrait être le protocole de cryptage qui est daté ou absent, en pire des cas, absent ou daté, où on pourrait le modifier en fait si on arrivait à choper la requête qui passe sur le réseau. Et est-ce que vous pensez que c'est difficile de choper des requêtes sur le réseau? Bah, je vous le dis, tout est en clair. Hein. Enfin, tout est en clair. On peut voir toutes les requêtes qui passent sur le réseau grâce à des outils qui sont en plus gratuits. Je vais vous montrer ça, je vais vous parler de ça. Je vais vous montrer deux exemples d'anomalies HTTP, HTTPS. Un exemple grossier et un exemple moins grossier, c'est à vous, vous jugerez. Bien sûr, évidemment, avec la solution. Prenons un exemple tout bête. Vous connaissez le principe de HTTPS, c'est ce qui permet de sécuriser les requêtes qui passent sur le réseau. Imaginons que, exemple tout bête, grossier, j'en aurai d'autres à vous citer encore, mais ça permet de comprendre. Imaginons qu'un DevOps ait mal mis en place l'hébergement et que, voilà, pour un hébergement custom, donc passer par un hébergement custom, et qu'il n'ait pas ajouté cette ligne que je vous montre à l'écran. Ça voudrait dire que depuis votre browser, vous pouvez passer depuis HTTPS à HTTP juste en changeant dans l'URL, et donc ne plus avoir la communication cryptée, et donc avoir la communication qui passe en clair sur le réseau. Faut savoir, sachez qu'il y a des outils gratuits sur le marché qui permettent d'analyser le réseau, des outils comme BetterCap, comme EtherCap, gratuits, qui sont à un clic de souris sur internet et qui vous permettent de checker ce qui se passe sur le réseau, éventuellement changer le protocole de cryptage s'il était trop faible, pouvoir décrypter des données. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une attaque Man in the Middle, MITM pour les intimes. Donc évidemment, ça ne concerne pas les hébergements comme Heroku, Vercel qu'on utilise nous les développeurs. Voilà, c'est sécurisé. Une autre anomalie HTTP, HTTPS, je vais vous en citer trois. Ça pourrait être par exemple ce qu'on appelle du credential stuffing, c'est-à-dire c'est des identifiants qui sont utilisés sur les API, sur les applications,
Alors il y a deux manières de faire, soit c'est la force brute, c'est-à-dire que les hackers testent plusieurs combinaisons jusqu'au moment où ça casse, ou alors c'est des vols de listes email et de passwords sur internet au marché noir qui sont communs et qui sont utilisés sur plein d'applications jusqu'à ce que ça passe. Donc c'est arrivé par exemple à Spotify en 2020, 300 000 données d'utilisateurs sont parties dans la nature. C'est arrivé aussi à Disney+. Alors eux, c'est directement en 2019 quand ils ont lancé leur plateforme, c'était en novembre vers là, direct, ils se sont fait hacker. Le truc, c'est qu'on pourrait penser que ça n'arrive plus par la suite, mais si, ça arrive encore. Alors il y a une protection qui a été ajoutée depuis quelques années pour éviter ce problème-là, ça s'appelle la double authentification. On continue sur les anomalies HTTP, HTTPS. Alors, en fait, je vais vous en citer encore quelques-unes là. On va changer, on va pas prendre Canto, on va changer un peu, on va prendre une autre licorne française, une autre grosse boîte tech, Back Market, qui a, je crois, 15 millions d'utilisateurs dans le monde, je crois. Je crois que c'est ça. On va regarder un exemple. S'il n'y avait pas une protection qui avait été mise aussi manquante, vous inquiétez pas, hein, là je suis en train de parler de protection élémentaire que des boîtes qui ont des cultures dev et de tech à développer mettent en place. C'est vraiment élémentaire. Si les protections n'étaient pas en place, ça ferait bien longtemps que ces boîtes tech se feraient hacker. Une autre anomalie qui pourrait exister, exemple donc encore, ça pourrait être la validation non stricte du schéma. Vous savez, les API acceptent, normalement elles devraient accepter certaines datas qu'on puisse envoyer, mais pas tout. Et imaginons s'il y avait voilà, une validation manquante. Imaginons si je veux changer mon profil. Voilà, exemple parlant, on est sur Back Market, on veut changer de profil. Le numéro de téléphone qui est inscrit, c'est info. Hein. Allez-y, appelez si vous voulez. Imaginons, je veux changer l'info. Et qu'est-ce qui est accepté vraiment par le schéma côté API là, en fait. Donc normalement, on peut changer le prénom, le nom, l'email, numéro de téléphone. Je vais changer le numéro de téléphone, je vais mettre un autre numéro de téléphone. On va voir la requête apparaître dans la console. On va voir qu'est-ce que ça me renvoie. Alors là côté développement, ça fait toujours un put. Ça c'est la bonne pratique. Put, ça fait un put, update et ensuite le get pour avoir la validation, pour avoir la donnée sur le front-end là qui est égal à ce qui se passe dans la base de données. Donc il y a cohérence, persistance, cohérence. Et donc on va voir qu'est-ce que ça m'a envoyé comme réponse. Effectivement, ça m'a changé le numéro de téléphone. Là, s'il y avait une validation non stricte par les hackers vont tester un truc là. Ils vont voir éventuellement, si on était un hacker, je me mets à la place d'un hacker, si j'étais un hacker, je verrais si je peux pas passer un rôle admin ici. C'est ce qui s'appelle la validation. Voilà. Est-ce que le schéma est validé strictement? Est-ce qu'on peut passer à autre chose comme data? Est-ce que les utilisateurs qui sont en base de données, les clients, sont les mêmes que les utilisateurs admin, puisqu'il y a des admins, très clairement, pour se balader sur le site et puis faire les changements qu'il y a, faire de la maintenance, faire du service client, il y a des admins. Est-ce que je pourrais passer un rôle admin? On va pas faire le test, évidemment ça ne doit pas fonctionner, ça serait trop gros, mais ça voudrait dire que le schéma n'est pas strict, ça voudrait dire que côté développement, ce qu'aurait fait un développeur, hein, je parle pour les développeurs, voilà, sur un backend sur Express ou Next.js, voilà, Nest.js en JavaScript, ce qu'aurait fait un développeur mauvais, il aurait passé l'objet en entier de l'utilisateur et donc on aurait pu changer non seulement le nom, le prénom, l'adresse email, mais tout quoi, tout changer. Il y aurait pas eu de validation stricte. Il faudrait qu'on puisse pas passer de rôle admin là. Bon voilà, et voyez, et ben si c'était le cas, ça voudrait dire qu'il y a une anomalie HTTP, HTTPS qui est assez grave là, hein. Assez grave. Ça voudrait dire qu'on peut s'infiltrer sur le back market et puis alors là, on a le rôle admin. On peut changer nous-mêmes notre rôle admin. Est-ce que c'est accepté? On ne sait pas en fait. Il faudrait le tester, mais ça, évidemment, ça ne doit pas fonctionner. Et donc, on pourrait avoir accès complet au site de back market. Et donc là, on a un rôle admin en tant qu'utilisateur à la base client, ce qui serait extrêmement grave comme erreur. Mais le problème, ce serait pas grave si en fait ça ne concernait pas 61% des anomalies sur les API. D'après le rapport Cloudflare, 61% sont des anomalies de ce type-là. Ok, alors maintenant que je vous ai montré ça, comment on fait pour se protéger contre ces anomalies HTTP, HTTPS? Bon, je vous ai parlé du schéma strict à placer côté développement. Ok, bien fixer les autorisations, voir, voilà, donner accès, qui a accès à quoi, bien spécifier ça. Ce que vous pouvez faire aussi, en fait, c'est mettre dans le rapport Cloudflare, il parle de mettre un WAF. C'est quoi un WAF? Non,
pas WAF le chien. Je suis super drôle comme gars. C'est pas un firewall, c'est un firewall pour les applications ou pour les API. Et ça a plusieurs utilités. Ça va, en fait, la première utilité, très sérieusement, ça va vous permettre de repérer justement toutes ces anomalies HTTP, HTTPS. À chaque fois qu'il va y avoir, vous pouvez utiliser ça sur Cloudflare par exemple, ou sur d'autres, il y a d'autres outils de sécurité qui permettent de faire ça. Aptrana par exemple, qui est beaucoup plus cher que Cloudflare. Cloudflare vous le propose au tiers gratuit, et ça va repérer, à chaque fois qu'il y aura des requêtes qui sont faites sur votre API ou sur votre site web ou sur votre application, ça va permettre de repérer toutes les anomalies justement, ça va vous les remonter. La deuxième chose que vous pouvez faire, alors là c'est une fonctionnalité qui est super intéressante, qui est moderne et que Cloudflare propose, je ne sais pas si d'autres logiciels le proposent, c'est de définir le schéma strict, mais cette fois côté aussi sur Cloudflare. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Ça va être intéressant, non seulement on le place côté code, mais ça va permettre, en spécifiant le même schéma sur Cloudflare par exemple, sur un outil comme ça de sécurité, il y a d'autres outils qui permettent de le faire, hein, peut-être Fastly permet de le faire, ça va permettre justement de bloquer direct le trafic qui correspond pas au schéma que vous avez spécifié. C'est-à-dire que tout ce qui ne rentre pas dans le schéma, ça va bloquer les requêtes. Et dans ce cas-là, déjà premièrement, il n'y aura pas de trafic qui arrivera sur votre API. Ça c'est sympa, ça permet d'éviter d'avoir du trafic. C'est bloqué direct, puisqu'en fait le Cloudflare ou le logiciel équivalent se place entre le navigateur, enfin sur Internet il est entre le navigateur et l'API, et donc ça va bloquer le trafic, et ça va vous permettre donc aussi de faire effet WAF, c'est-à-dire que ça repère toutes les anomalies HTTP, HTTPS. Alors on a vu le WAF, le chien. Ce qu'on pourrait rajouter aussi, alors ce que vont faire les boîtes tech pour leur cybersécurité, toutes les grosses boîtes tech vont faire ça, c'est mettre du monitoring. Voilà. Alors typiquement des boîtes comme Backmarket qu'on a vu, Blablacar, toutes utilisent du monitoring. Voilà, analyser les requêtes qui passent sur le réseau tout simplement. Ça sert qu'à ça, cet outil. Des outils comme Datadog par exemple, ça utilise tout Datadog, Neuralink par exemple, autre outil. Et ce qui peut être intéressant, donc ça sert juste à faire de l'analyse de données, de requêtes, et donc ce qui peut être intéressant, c'est de fixer des quotas, des seuils à partir desquels, par exemple, on envoie un email s'il y a trop d'anomalies d'un certain type ou trop de requêtes, par exemple. C'est un truc à faire pour la cybersécurité, pour dire voilà, quand il y a trop de requêtes, ça peut signifier par exemple qu'il y a quelqu'un qui est en train de passer les vitesses pour envoyer des requêtes, des attaques de déni de service par exemple, attaque DOS, le mec il est en train de passer des vitesses, et donc avant qu'il arrive en 6ème, on peut fixer un seuil qui dit tiens, on envoie un email, ça veut dire qu'il y a une attaque, donc après on peut commencer à réagir côté dev quoi, ou côté côté équipe tech quoi. Bon écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais on commence à être pas mal là, on commence à flex là, parce que regardez, les injections SQL ou de JavaScript, peu importe de script, ça représentait 26% des anomalies. Les anomalies HTTP, HTTPS, ça représentait 61, je crois qu'on avait dit. Donc en fait, on est à 4. Là, en fait, on a déjà traité 85% des problèmes, des vulnérabilités sur les API et des grands hacks du web. Donc vous pouvez partir, c'est bon. Allez, partez, c'est bon. Non, c'est pas. Il y a encore vraiment des trucs intéressants maintenant qu'on va voir. On va parler de quelque chose qui n'est pas traité dans ce rapport Cloudflare. C'est les attaques de déni de service, et elles sont extrêmement nombreuses comme on a vu, comme je vous ai dit. Comment on se protège contre les attaques de déni de service, et comment elles existent, comment elles sont exécutées aussi, ça peut être intéressant à voir. Je vous ai dit qu'on parlait de ça, c'est ce qu'on va voir. On y vient, les attaques DOS, vous les attendiez peut-être celles-ci, non? Parce qu'elles sont extrêmement courantes. Attaque de déni de service, un flood de requêtes sur un serveur, sur une application, sur une API. C'est les attaques préférées de nos amis, nos voisins nord-coréens et russes. Le but, tout simplement, c'est de casser, c'est de mettre hors service, c'est de mettre KO des serveurs, des applications. Ou plutôt, comme on dit en russe, de slomany. Alors, c'est intéressant, d'après l'étude Cloudflare, 51% des erreurs qui apparaissent sur les API sont des erreurs 429. Erreur 429, c'est quoi? C'est trop de requêtes. Mais ça peut vouloir dire plusieurs choses en fait. Ça peut vouloir dire tout simplement que soit les seuils ont été mis trop bas de détection, et donc du coup il y a une erreur 429 qui apparaît. Voilà, on bloque à partir de tant de requêtes sur un serveur pour prévenir justement une attaque DOS.
de se dire on bloque avant que ça commence avant que ça casse. Ou alors, bah, ce sont des attaques, des vraies attaques de déni de service pour le coup, qui sont en train de faire des ravages. C'est un problème extrêmement grave parce que les outils sont gratuits pour effectuer ces attaques de déni de service. Attaque DOS, floute de requêtes de serveur, il y a des outils qui sont gratuits sur Internet, forcément sur Internet, je ne vais pas vous la faire à l'envers, hein, pour effectuer ces attaques, des outils comme HOIC, acronyme HOIC, Loic, ou alors Mirai, qui sont des outils qui sont disponibles à un clic de souris, hein, vous pouvez les utiliser, voilà. Et ça permet de faire des attaques massives parfois en utilisant des... c'est des outils qui infectent avec des trojans, des virus, d'autres machines. Et donc c'est comme ça qu'on peut commettre des attaques massives de déni de service. Donc bon, alors pas parce que les outils sont gratuits que c'est légal, évidemment. Il faut savoir que la peine encourue est assez élevée, hein, pour ce type d'attaque. Ça va jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et jusqu'à 150 000 € d'amende. Donc voilà, c'est gratuit, mais il y a toujours, quand c'est gratuit, vous connaissez le truc en business, quand c'est gratuit, c'est qu'il y a quand même un prix à payer derrière. Bah là, voilà, vous connaissez le prix. Alors sachez qu'en principe, les hébergements, les serveurs ont une protection contre les attaques DOS, hein, de base, hein, évidemment. Quand vous utilisez un hébergement comme Evercell, Heroku pour les développeurs ou même n'importe quoi sur OVH, vous avez des protections contre les attaques de déni de service. Mais si vous voulez, vous pouvez rajouter une protection supplémentaire, c'est même conseillé donc. Par exemple avec Cloudflare, vous l'avez au tiers gratuit, vous avez ce qu'ils appellent l'atténuation des attaques DOS. Hein, attention au mot atténuation, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça atténue, jusqu'à quel point on ne sait pas, peut-être qu'il faut payer plus pour que ça atténue plus. Moi je pense que c'est le cas, c'est évidemment le cas. Vous pouvez passer à des tiers, voilà, en fonction de vos besoins, bah, vous passez à des tiers supplémentaires plus élevés qui vous permettent de vous prévenir plus efficacement contre des attaques de déni de service. Donc il y a différents outils qui permettent de faire ça sur Internet. Je ne vais pas vous la faire encore, ça se passe sur Internet aussi. Donc il y a Cloudflare qui a un tiers gratuit, il y a Fastly par exemple aussi qui est un CDN et qui propose certaines qui a aussi un peu un logiciel de sécurité, mais moins intéressant que Cloudflare, je pense. D'après ce que j'ai vu, il n'y a par exemple pas le Happy Shield. Après, au niveau de l'efficacité, je ne sais pas qui est le meilleur. Il faut savoir que Cloudflare, c'est un des leaders, Fastly, c'est un peu moins bon. Et sinon, le leader suprême, le boss, c'est Aptrana. Aptrana, c'est le boss de la cybersécurité et du monitoring aussi. L'outil est multifonction, monitoring, cybersécurité, prévention des attaques DOS. Par contre, alors là, quand vous voulez passer à ce produit-là, c'est sur devis. Donc non, je crois que c'est 99 € et ensuite pour passer à des besoins supplémentaires, c'est carrément sur devis. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça peut douiller quoi. Donc voilà, gros problème les attaques de déni de service, les attaques DOS. Alors l'autre menace, cette fois qui fait partie du rapport Cloudflare sur les vulnérabilités des API, les grands hacks du web, c'est dû à des API qui sont non surveillés, ce qu'ils appellent des shadow API. Alors c'est rigolo, d'après le rapport Cloudflare, il y a quand même 31% des API, des endpoints, des entrées d'API qui sont non surveillées sur Internet. Au pire, tout simplement, on ne sait même plus qu'elles existent, quoi. C'est-à-dire que les entreprises face à ça sont aveugles. Elles ne savent pas qu'il y a des endpoints qui existent encore, qui sont en ligne, qui sont utilisables. Et les entreprises sont aveugles par rapport à ça. Et ce sont des entrées donc, qui sont utilisées parfois par des hackers pour venir shooter dans les bases de données, voilà, s'amuser, répliquer des trucs. Alors comment se protéger contre ça, contre ce qu'on appelle donc des shadow API, des API dont on a oublié l'existence. Elles sont en ligne, sauf qu'on ne sait pas, on a oublié qu'elles étaient là. C'est donc première chose, donc c'est revenir à ce que je disais tout à l'heure, un peu plus tôt là. Donc en fait, c'est de mettre la validation du schéma sur Cloudflare par exemple. C'est parce que Cloudflare le permet. Les autres outils, je ne crois pas qu'ils le font. Cloudflare, en fait, il s'appelle maintenant, ils se sont donné le nom de Cloud de connectivité. Voilà. C'est-à-dire que c'est un cloud par lequel on gère plein de choses, CDN, sécurité, peut-être monitoring aussi. Voilà, un mot très marketing. Hein. Ça, c'est la première chose qui peut être intéressante à faire. L'autre solution qui est vraiment intéressante aussi, alors là aussi, c'est Cloudflare qui le propose. Hein, c'est un des leaders de la sécurité maintenant. C'est du machine learning pour étudier, en fait, les endpoints, les requêtes. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ils ont un outil d'intelligence artificielle qui permet de détecter
ce qui se passe sur le réseau. Et donc s'il y a des endpoints qui sont des endpoints shadow cachés, ça va vous le remonter en fait. Bon, alors je vous ai parlé des shadow API, donc des API qui sont non surveillées, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas sécurisées. On ne sait pas, ça me fait au petit bonheur la chance. vaut mieux être sûr quand même en cybersécurité. Et donc, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Il y a une dernière menace qui n'est pas citée dans le rapport Cloudflare, car non détectable. Et pourtant, ça fait partie des plus grands hacks sur Internet. C'est classé comme la vulnérabilité numéro 1 sur les API, sur le web, par tous les experts dignes de ce nom en cybersécurité, les associations de cybersécurité. Vulnérabilité numéro 1, c'est des vols de données à cause d'autorisation cassée. Autorisation cassée ou appelée BOLA. BOLA pourquoi? Acronyme BOLA, BOLA pour Broken Object Level Authorization. Ce n'est pas des problèmes d'authentification, ça va être des failles de sécurité liées à l'autorisation. Pas de chiffres précis sur le rapport de Cloudflare en l'occurrence. Pourquoi? Comme je vous ai dit, c'est pas détectable. On ne peut pas savoir en fait qu'il y a eu une autorisation qui a été laissée ouverte, tout simplement. Et donc il n'y a pas eu de faille, en fait, c'est les développeurs qui ont laissé l'autorisation. Donc c'est un peu comme si voilà, ils ont laissé la porte ouverte, du coup. Il y a juste à rentrer. Donc ça, c'était un problème qui était arrivé notamment plein de fois. Ça arrivait plein de fois, et là, ça fait très très mal. Ça fait très très mal. C'est arrivé par exemple à l'USPS, qui est la banque postale américaine publique, qui, alors c'est il y a quelques années, donc l'équivalent de la poste chez nous, la poste, donc déjà en fait, déjà vous avez pris peur un peu chez vous déjà là. 60 millions de comptes sont partis dans la nature il y a quelques années, donc c'est l'équivalent de la France, voilà, de comptes qui sont partis dans la nature. Et donc elle est citée, cette faille de vulnérabilité, elle est citée comme la vulnérabilité numéro 1 dans toutes les organisations de cybersécurité, dont la WASP, si j'ai bien prononcé l'acronyme, qui en fait c'est une fondation publique, une communauté de toutes les professionnels qui veulent partager sur la cybersécurité. Alors c'est ce site que je vous montre à l'écran qui est très moche. Donc scénarisons à quoi pourrait ressembler une attaque BOLA. On va changer de candidat, on va se calmer sur Conto, on va se calmer sur Back Market, on va prendre une autre grosse boîte tech française, un fleuron national, encore, Blablacar, licorne française, qui a, je crois, un truc comme 30 millions d'utilisateurs dans le monde, peut-être que c'est plus même. Donc un bon candidat au hacking, probablement que tous les jours, enfin très certainement tous les jours, ils reçoivent des attaques, certainement. Ce que je vais faire, on va se prendre pour un hacker, et puis on va voir où c'est qu'il pourrait y avoir une attaque BOLA. J'ai préparé un petit scénario, donc imaginons on faisait une petite course d'Avignon à Marseille. Demain, on va prendre demain parce qu'il est un peu tard là, il est 17h là, donc en fait il doit plus y avoir beaucoup de courses quand même, donc on va prendre demain, ça sera bien étoffé comme ça, on va faire une petite recherche, 2 passagers, on va prendre 2 passagers. Demain, c'est le 31 demain, donc demain il y a peut-être je sais pas, il y a peut-être du monde, je sais pas, 31 décembre. Hein. Donc je vais ouvrir ma console, on va aller voir dans le network et on va avoir normalement. Donc si je descends, en fait c'est en Ajax, là je vais avoir des nouvelles requêtes qui sont effectuées. Voilà, ça c'est effectué là, vous voyez là, ici. Et donc ça, c'est la data qui vient de l'API, c'est le get. Et donc on a le schéma de l'API là. Et donc qu'est-ce que fait un hacker? Toute la journée il cherche à essayer de comprendre où c'est qu'il peut y avoir des failles. Et donc, où c'est qu'il aurait pu avoir une attaque BOLA? Je vais donner la solution, comment se protéger, etc. évidemment après. Hein. Et comment les développeurs se protègent de façon quand même assez élémentaire. Hein. Si on met pas une protection comme ça, genre c'est bon, le monde s'arrête de tourner quoi. Donc il serait déjà fait hacker depuis très très longtemps, mais ce qu'on pourrait voir, ce qu'un hacker pourrait être intéressé, c'est quels sont les ID des courses qu'ils appellent les carpooling. Donc on aurait... on a les ID qui sont ici, là, vous voyez, les ID de chaque course avec les waypoints dedans. Ensuite, après, voilà, le départ et la destination. Donc, on a les ID des courses ici, on les a trouvés. Et ce qu'un hacker pourrait faire, par exemple, c'est publier un trajet éventuellement et essayer de voir s'il ne peut pas changer. Je ne vais pas publier de course parce que sinon je vais devoir la supprimer, ma note baisserait, mais de toute façon je n'utilise pas Blablacar. Mais ce que pourrait faire un hacker, par exemple, c'est essayer de voir, c'est que si une fois qu'il a publié une course, s'il ne peut pas remplacer l'ID qui apparaît dans la console, quand il y aura le put qui s'effectue là dans le network, voir s'il ne peut pas remplacer l'ID, donc depuis un terminal, faire un curl, et voir si
voir si s'il peut pas changer les données pour un utilisateur, pour une course qui n'est pas la sienne, quoi. Évidemment, c'est quand même grossier, c'est une grosse ficelle. Évidemment que ça ne fonctionne pas. Je vais pas la faire parce que je ne peux pas vous le montrer parce qu'il faudrait que je crée une course et donc du coup il faudrait que je la supprime et puis ça se trouve ma note baisserait, enfin voilà, il va falloir que je cancel, ça va ramener des gens, tout ça, je veux pas foutre la merde. Non, ça sert à rien de faire ça. De toute façon ça ne doit pas fonctionner, donc évidemment on veut être sûr là, c'est ça, c'est une attaque Bola en fait, c'est à dire qu'on veut être sûr que un utilisateur ne puisse pas modifier une course qui n'est pas une de celles qu'il a publiées, quoi. Et donc il faut qu'il y ait une autorisation qui soit check. Et donc comment on se protège contre ça? Bon, il y a un truc élémentaire à faire, hein. Maintenant que j'ai dit ça, il y a un truc élémentaire à faire, c'est tout simplement un check côté code. Si vous êtes développeur, un check côté code. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire à l'écran. Quand il y a un post qui s'effectue, on check tout simplement, basiquement, si l'utilisateur qui fait la requête est bien celui qui a créé la course, le carpooling, la course Blablacar, évidemment. Et pareil, voilà, quand il y a des commandes, etc., on check si c'est bien l'utilisateur qui a créé la commande, et si c'est bien, voilà, etc. Et donc ce sont des autorisations parfois qui sont laissées ouvertes, et donc exploitées par des hackers qui checkent toute la journée, voilà, s'il n'y a pas des failles. Donc voilà, la faille Bola, ça fait partie des 5, c'est une des 5 failles de vulnérabilité majeures sur le web. C'est un des grands hacks du web. Il y a beaucoup d'entreprises qui se font hacker à cause, tout simplement parce que la porte, elles sont pas fermées, il y a juste à la pousser et puis on peut rentrer pour voler des données ou faire des, voilà, injecter de la data comme ça sur des bases de données, faire ce qu'on veut un peu. Et donc ça arrive plein de fois, c'est arrivé dans plein de grosses boîtes tech, notamment par exemple Instagram en 2017, avec le vol de données de millions d'utilisateurs, de numéros de téléphone, d'emails, de stars notamment. Donc quand c'est des stars, c'est encore plus problématique parce que j'imagine qu'il y a tout un tas de tarés qui doivent les appeler et ça doit être assez chaud à gérer. Et ça fait news dans l'actualité, comme vous le savez, et puis ça se termine de manière assez banale, qu'en fait, voilà, on pousse la poussière sous le tapis, ça dit « We are very sorry that this happened ». Éventuellement, peut-être, ça se termine un licenciement de la personne responsable, d'un développeur responsable, des développeurs responsables, on ne sait pas. Et voilà, c'est très très vite oublié. Donc voilà, vous avez les pistes pour être un boss de la cybersécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc on a vu comment se protéger contre les grandes failles de vulnérabilité sur les API. D'après ce rapport Cloudflare, il y avait quelques solutions qui étaient proposées dans ce rapport. Voilà, mettre un WAF, leur solution avec ce qu'ils appellent leur cloud de connectivité, CDN sécurité, enfin ça fait un peu tout, leur cloud, ils appellent ça comme ça eux. Donc faire la validation du schéma aussi, faire attention aux failles Bola, et voilà, vous avez de quoi devenir un boss de la cybersécurité, flexé en 2025. Donc écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Je vous avoue que moi aussi, à chaque fois que je fais une vidéo un peu comme ça, j'apprends plein de choses et puis ça challenge des idées que je pouvais avoir. Je pars dans des pistes, etc. Ça prend toujours plus de temps. J'ai appris des choses aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite, c'est le 31 décembre quand je vais publier la vidéo, on sera en 2025, donc on se voit de l'autre côté. Et si vous savez pas quoi faire, je vous recommande de regarder celle-ci de vidéo ensuite. Comment devenir un GOAT, avoir des habitudes de code comme développeur. Ce sont des bonnes habitudes à choper en 2025. On se voit de l'autre côté, hein? D'accord, salut.